Bonjour à vous tous et bienvenue à la première édition du webinaire Impact Séripad. Je suis Hélène Bernard, ingénieure à la direction régionale de la Mauricie du MAPAC. J'aurai le plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec mon collègue Bro Gélina, agronome et conseiller régional en grande culture pour la Mauricie. Ce webinaire est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. La tenue de l'ensemble des webinaires Impact est rendue possible grâce à la collaboration d'Entreprendre MRC Bécancour et le réseau AgriConseil du Centre du Québec. Je cède la parole dès maintenant à M. Maxime Saint-Martin, directeur régional Mauricie et Centre du Québec, pour le mot d'ouverture. Bonjour à vous tous, chers producteurs et productrices agricoles, conseillers, conseillères, intervenants et intervenantes du secteur et partenaires. Donc merci Hélène pour l'introduction. Mon nom est effectivement Maxime Saint-Martin. Je suis directeur régional par intérim des directions de la Mauricie et du Centre du Québec au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. C'est donc avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui afin de lancer cette toute première édition du webinaire Impact Séripad, donc pour le plan d'agriculture durable. Je tiens à vous remercier de votre présence et de l'intérêt que vous portez à cette activité. En effet, c'est plus de 200 inscriptions que nous avons reçues donc aujourd'hui. Les journées et les webinaires sur l'innovation et le programme agroalimentaire au Centre du Québec sont un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Ces journées représentent un moyen privilégié d'accéder à une information de pointe sur les dernières innovations et les récents progrès de ces secteurs. Pour chaque activité de la Séripad, un thème différent portant sur les actions proposées dans le cadre du plan d'agriculture durable sera abordé. Rappelons qu'à l'automne 2020, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a dévoilé le plan d'agriculture durable 2020-2030. Ce plan vient appuyer les engagements climatiques et de développement durable du gouvernement du Québec. Il place les entreprises agricoles au cœur de l'action et du développement économique et leur offre un ensemble de possibilités pour accéder, d'ici 2030, à l'adoption de pratiques agro-environnementales performantes. Élaboré en collaboration, en concertation avec les acteurs du milieu agricole, le plan propose des interventions adaptées aux particularités régionales, de même qu'aux différents contextes et modèles de production. Afin de travailler en collaboration avec l'atteinte de cibles communes, 5 objectifs ont été élaborés. Un des premiers objectifs du plan d'agriculture durable est d'améliorer la biodiversité. Pour ce faire, le ministère de l'Agriculture souhaite que le rythme d'implantation de bandes riveraines élargies et de haies brise-vent double durant les 10 prochaines années. Les bandes riveraines élargies et les haies brise-vent apportent une multitude d'avantages pour l'environnement et les entreprises agricoles. Elles sont notamment favorables aux organismes qui aident à préserver l'équilibre écologique. Pensons entre autres aux pollinisateurs, aux ennemis naturels des ravageurs des cultures, aux chauves-souris, etc., ainsi qu'à la résilience et à l'adaptation au changement climatique. Quelques chiffres. Entre 2010 et 2020, 1500 km de haies ont été plantées et subventionnées par le programme Prime Vert. La cible est donc que 3000 km de haies soient plantées entre 2020 et 2030 au Québec. Pour le Centre du Québec, l'objectif est de passer de 105 km à 210 km de plantation en 10 ans. Pour la Mauricie, on souhaite passer de 120 à 240 km pour la même période. L'atteinte de ces objectifs passe principalement par la mobilisation des producteurs agricoles. Pour plusieurs producteurs, le temps et les ressources nécessaires à l'entretien des arbres et arbustes en milieu agricole est un frein à la plantation. Les producteurs européens ont recours depuis des décennies à une mécanisation de l'entretien et à des choix d'espèces particulières. Par ce webinaire, nous voulons aider nos producteurs et intervenants à s'inspirer des pratiques européennes en matière de haies agricoles et ainsi favoriser une meilleure cohabitation entre l'agriculture et les arbres et l'augmentation de la cadence de plantation dans nos régions. J'espère sincèrement que vous apprécierez l'activité d'aujourd'hui, organisée par les membres de mon équipe, que je remercie d'ailleurs, et au nom de toute l'équipe du MAPAC, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Avant d'aller plus loin, voici quelques consignes à suivre pour le bon fonctionnement de ce webinaire.
Vos caméras et vos micros sont fermés. Il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Prenez note que la séance sera enregistrée et rendue disponible publiquement sur YouTube dans quelques jours. Pour interagir, un clavardage est disponible. Vous trouverez cette option au bas de votre écran. Il peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Si vous ne voyez pas cette option, faites bouger votre souris et vous la verrez. Cliquez sur l'icône et une boîte de discussion apparaîtra. Vous pourrez seulement utiliser le clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Il sera impossible de les poser de vive voix. Nous vous demandons de poser toutes vos questions en français. Il est possible d'utiliser le clavardage tout au long de la conférence. Nous vous demandons d'adresser vos messages à tous les panélistes et participants afin que tout le monde puisse voir vos questions. Nous répondrons au plus de questions possibles. Les questions restées en suspens seront répondues par courriel au cours des prochaines semaines. Ce webinaire se déroulera en 2 parties, soit une conférence de M. Nigel Adams, suivie d'un panel de discussion avec des intervenants, durant lequel nous tenterons de voir les leçons à tirer du modèle présenté par M. Adams, ainsi que des expériences respectives des panélistes. La conférence de M. Nigel Adams a été enregistrée en anglais et sous-titrée en français. M. Adams est avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions des participants. Mr. Adams, you can turn on your camera. Thank you. Monsieur Nigel Adams est spécialiste des haies agricoles au Royaume-Uni. Il a grandi sur une ferme diversifiée de 1200 acres dans les Chilterns, des escarpements calcaires situés dans le district de South Oxfordshire, près de la ville d'Oxford. Après le collège, il a travaillé dans une réserve naturelle nationale et beaucoup voyagé. Il est ensuite devenu gardien à la National Trust dans les Chilterns, puis à Dartmouth à titre de chercheur. Il retourne ensuite dans les Chilterns et est maintenant travailleur autonome. Il agit comme consultant auprès de propriétaires terriens souhaitant améliorer la biodiversité de leurs terres. Il possède un troupeau de 120 brebis qu'il fait pâturer dans une réserve naturelle de prairies calcaires. Mr. Adams a participé à des championnats nationaux de plaissage pendant plus de 35 ans. Il siège au conseil du groupe EdgeLink qui avise le gouvernement sur la gestion des haies en Grande-Bretagne. Il a aussi participé à des projets de recherche sur les haies et donne des présentations et des formations sur la gestion des haies dans son pays et en Europe. Afin de rendre le webinaire plus dynamique, nous interromprons le visionnement après environ 15 minutes et répondrons à quelques questions durant 5 minutes. Si le visionnement par Zoom est lent pour vous, je vous invite à visionner la vidéo directement sur YouTube à l'aide du lien que vous verrez apparaître dans la section clavardage. Il se peut que vous ayez à monter votre son pour entendre correctement. Revenez-nous à la fin de la première vidéo. Sans plus tarder, nous démarrons la première partie de la conférence de M. Adams. Bon visionnement et à tout de suite. Hello, my name is Nigel Adams and I'm talking from Oxfordshire in England, and I'm going to be talking about hedgerows and the management of hedgerows. Hedgerows are incredibly important in the British landscape. Many of them have been in existence for over 1,000 years now, but they definitely define our landscape. A visitor flying into Great Britain would look out of the window of a plane and see a landscape of small field systems and edged by hedgerows which crisscross the landscape like what I call the green veins of our countryside. They have become incredibly important in recent years because we recognise all the ecosystem services that they provide for us. We came very close to losing most of our hedgerows after the Second World War when food production was pushed very, very hard by government. We lost about 200,000 miles of hedgerow in those years. But from the 1980s onward, we've recognised their value. We're now planting far more hedges than ever before. There is a government aim to plant 220,000 kilometres of hedgerow before the year 2050, which is very, very ambitious. First of all, let me define what I'm talking about with hedgerows. I'm not talking about tree shelters like these I show in this slide. This was taken in Dakota in America, and they planted lines of trees. I would think as protection from the wind, etc.
we're not talking about lines of trees in the UK. We're talking about what you would call woodland edge species. Those are the smaller shrub species that grow on the edge of a woodland. Woodland or forest edges are very, very important because that's where you get the most species. You not only get the forest species of insect or bird coming out to the edge, but you get the open field birds and insects coming to the edge also to feed. It's an area where you get lots of shrubs that produce many, many flowers that provide nectar for insects and nesting habitat for smaller birds. They also provide fruit in the way of nuts and fruit that mammals can eat as they store up energy to go through a very, very cold winter. So I look at hedgerows as linear woodland edges, and those habitats, woodland edges, are very, very dynamic, and nature always wants to turn them back into a line of trees. Therefore, we must manage our hedges to keep them as shrub belts. We recognise now the importance of hedgerows in conservation terms. There are 21 priority bird species in the UK that are associated with hedgerows, and for 13 of these, hedgerows are the primary habitat. They live in hedges, they feed in hedges and nest in hedges. 16 out of the 19 birds used by government to assess the state of farmland wildlife are associated with hedgerows, with 10 of those using hedgerows as a primary habitat. Hedgerows facilitate movement through the landscape for a wide range of organisms. They provide corridors through which birds, mammals and insects can travel along. Wildlife doesn't like to cross over vast, extensive fields. It's essentially dangerous for them. So hedgerows provide that single most important corridor through the landscape. Hedgerows provide the greatest number of environmental services, 21 in all, than any other habitat that we have. So environmental services are essentially what a habitat gives to us as human beings. That might be helping us to prevent flooding. It might be storing carbon, providing habitat for rare species, providing food on some occasions. The simple hedgerow, provides the greatest number of these environmental services of all the habitats that we have. They provide shelter for farm stock. The original reason for hedgerows was to keep animals in or out of fields, and I'll come on to that later. But they also provide shelter, and research has shown that animals that can shelter behind hedges put on better weight gain and are generally far healthier than those that do not have them. Hedgerows reduce the amount of polluting fertilizers and pesticides and sediment that reach watercourses. This is primarily through the roots that go down into the ground. Those polluting fertilizers, etc., are taken up by those roots and not allowed to wash off into a stream or a river. And to us here in Britain, they are a really culturally important part of our landscape, which is really valued. And this graphic shows pretty well everything that hedgerows can offer us, from crop protection from the winds to wildlife habitats, sources of food for pollinators. They provide wood fuel. A lot of landowners cut their hedges periodically and either chip the residue or use it as logs and heat farmhouses, etc. They provide shade for animals, reduce pollution, protect soils, and give us so much. So let's go back in history. Where did hedges first ever start? Well, this is a picture taken in Africa, in Tanzania, and this is what I would call a dead hedge. It's dead wood, thorny wood, cut and put down in a line, thick and dense, forming a compound. And historically, when people around the world had livestock, they would walk with them all day and stand and watch them, keeping them safe from predators, etc., and then bring them back to a safe compound. And you can imagine birds nesting in this kind of dead hedge and passing seeds down into the ground, which then take shape and start to grow, and that concept of a hedge is born. It's interesting, the word hedge, we think of hedge funds, that sort of aspect of financial safety, and the hedge, I think, deep in
people's minds is that kind of has a sense of making everybody feel safe. So we have two main types of hedgerow in the United Kingdom. This one is what we call the ancient countryside, a crisscross of small field systems with hedges around them. In the hedges are many, many species. Some of these hedges can be over 1,000 years old. And when they cleared the woodland, they often left the woodland edge to form the hedge. And these are our most important hedgerows. Then we move forward in history, farmers started to be slightly more able to plan. When science started to be developed, they started to think about field rotations in terms of cropping and livestock. And these hedges here would be probably 17th century hedges. Till we get into the 19th century, 18th century in fact, between 1750 and 1860, a lot of our open field systems, the whole of central England was just open fields without any hedges at all. They decided to enclose them. This was a big political and quite controversial act where they took land off people and divided it into fields, and they planted it up, in this instance, with single species plants, and they were hawthorn plants. So here's what we might all consider to be a good hedge. It's nice and thick and dense. It has some hedgerow trees along it. Because it's not being cut hard every year, it will have lots of blossom and berries in the autumn, providing a wealth of habitat and shelter and food for wildlife. We really value that wildlife benefit in this country, and farmers are paid various subsidies. They're paid not to cut their hedges every single year, because you don't get blossom or berries on annually cut hedgerows. So farmers are paid a small subsidy to delay the trimming and do it every 2 or 3 years. They're also paid an amount to have a margin next to their hedge. So rather than cultivate right up to the hedge, they are paid to have a 2-metre strip along the edge of the hedgerow, and that combination is really, really valuable for wildlife. As I mentioned, if you don't cut the hedges hard every year, they do form blossom, and that blossom then sets into fruit. And you do get a very rich variety of fruit on hedgerows. Some of it edible to humans, but mostly providing a food source for animals as they go into the winter. This just shows a selection of hedgerow species that we use and the berries that they produce. These berries are very, very important for autumn food for birds. These two particular birds come down from Scandinavia every winter, and there are hundreds of thousands of them throughout our countryside in the autumn, gorging on the hedgerow fruit. Also, small mammals live and feed on hedgerows. This is a very iconic species. This is the dormouse, which lives in woodland edges and hedgerows and feeds on hazelnuts and blossom in the spring, and hedgerows provide the perfect habitat for it. They're protected species. It also provides habitat for a wide range of invertebrates. This is quite an unusual one. This is the brown hairstreak. A colleague of mine who lives in the southwest of England has a small farm. He's a very good naturalist, and he decided to identify how many species of any living organism there was in a 90-metre section of his farm, just a random piece of hedge 90 metres long, and he thought he would count everything that was in the hedge. So if he was counting birds, the bird would have to be in the hedge, not just flying over. Same for insects and mosses and lichen and flies and micro wasps and absolutely everything. So he started to count them, and he went straight past 500, he went past 1,000, past 2,000, got very, very difficult. He was sending very small micro things to the British Museum for identification, and he's now at about 2,400 species living in a 90-metre row of hedgerow, which is phenomenal.
So we do manage our hedges. We want them to be thick and dense. That's what they were for originally, was to provide a living fence to keep animals in or out of fields. And we use tractor-mounted flail machines, and this is a very nicely trimmed hedge, trimmed nice and lightly. The farmer is allowing it to grow slowly taller at every cut, and a very neat and tidy hedge. Historically, hedgerows were managed by hand trimming when farms had many more farm workers on them. In the winter months, they would cut them by hand, and they would use all the waste for burning in bread ovens and putting in the bottom of ditches. Nothing was wasted. And then, as time developed, there were lots of different inventions on farms, farm machinery. This one's a very unusual looking thing, with clearly no regard for health and safety, but lots of machines came into use, and at that time then we began, I think, to depend on machinery to manage our hedgerows. And today all our hedges are cut with this tractor mounted, we call it a flail machine, which is fine, and they do a good job. As I said, we have thousands and thousands of kilometers of hedge to cut. But what has changed over the last 100 years is that we are now using this machine to cut the hedges at the same height every single year, which is a very bad practice, and something we're trying to change farmers from. I believe this is how they cut the hedges in Quebec. That was just a little joke to make sure everybody is still awake. That I don't recommend that version. But what are we doing when we cut our hedges with a machine? Well, I think we are copying, in effect, what animals would do, what large herbivores would do when they eat in the wild shrubs at the edge of a forest. They would eat them, and this hedge has been eaten by dairy cattle. And you can see this browsing line there as far as the cows can reach, but they're getting a lot of minerals, an important change of diet by browsing on these hedgerows, and as long as they don't do it too hard, it's very beneficial for the hedge. And when we cut the hedge with a machine, what we are doing is we're mimicking that process. We're mimicking the grazing process of large herbivores. Nous allons maintenant poser quelques-unes de vos questions à M. Adams. Merci de les poser dans le clavardage et de les poser en français. On va s'occuper de la traduction. Puis, si on voit qu'il y a des questions qui s'adressent plutôt à la deuxième partie de la conférence, nous, on l'a déjà écouté, bien, on ne va pas les prendre. Fait que peut-être qu'en attendant que les gens se dégênent, Bruce et moi, on en avait préparé quelques-unes. Entre autres, on aimerait avoir plus de détails sur le financement pour l'implantation et l'entretien des haies. Puis, s'il y a des conditions qui sont associées à ces aides financières-là en Angleterre. All right, so Nigel, first question here. We'd like to know a bit more about how hedges are funded to plant them and manage them, and what the conditions are attached to this funding. Yes, thank you very much. Well, as I mentioned in the video, we have a big scheme at the moment to plant over 200,000 kilometers of hedge. So people are being offered a grant which will pay for approximately 80% of the cost of the hedges. You want to translate that, Bruce? Yeah, thanks for taking it slowly here. Ce que M. Adams nous dit, c'est qu'il y a, comme il mentionnait dans la vidéo, il y a un objectif de planter 200 000 kilomètres de haies, c'est quand même énorme. Puis il y a une subvention qui vient couvrir 18%. So that's 18% of the cost that's being covered by the government. Is that it? Yes. C'est ça. Le gouvernement vient couvrir 18% des coûts de plantation. The farmer or the landowner is then tied in for 10 years to look after those plants and have a reasonable success rate for them after 10 years, because of course it's public money. Sorry, Nigel here. 18 or 80% that's being covered? 80.
That's an average. It depends whether you're an expensive part of the country or a far away part of the country, but it's approximately 80% of the cost. OK. C'est vraiment 80. Merci les gens qui ont mis dans le chat, là, ça se ressemble, puis il y avait un manque là. On a une question aussi qui demande est-ce que certains qui ont déjà planté veulent enlever les haies? Ou il y a été question de vieilles haies aussi. Est-ce que c'est une tendance de retirer des vieilles haies pour en mettre des nouvelles ou carrément pour plus l'avoir? Nigel, do you observe in the country a tendency to farmers to try and remove hedges? You've mentioned old hedges. Are people... No, I think that time has passed. In 1987, we introduced a hedgerow protection law, and a farmer has to ask permission to remove a hedge. And if it qualifies, then it must, if it qualifies, if it's important, it must remain. There are some hedges which are technically not important, are not in good condition, and they can be removed. But generally now, I think there is a recognition that hedges are important. They offer something to the landowner. And in general, we've passed the time of hedge removal, I would hope. Oh, let me translate that here. Il nous dit que cette époque-là est passée. Il nous parle d'une loi de 1987 là, qui vient empêcher la coupe, finalement. Là, les gens doivent le garder. Donc, c'est ça, c'est vraiment une autre époque. Là. OK. On a des questions concernant la fréquence de la taille et tout ça. Ça va être répondu passablement bien dans la deuxième partie. On a une question aussi qui concerne peut-être, est-ce que ça existe des échecs d'implantation dus à la maladie des insectes ou d'autres problématiques? Est-ce qu'ils ont un bon succès d'implantation pour les nouvelles haies? A question about planting new hedges. What's the success rate of planting new hedges? Do you see failures? As a contractor who is doing the planting, I would allow for 10% failures in a year. Anything over that, and there's something very wrong, like an extremely hot summer, for example, or bad soil. But I would allow in my price for only a 10% failure, but in fact it's usually really quite high. The other danger is, of course, grazing animals, wild animals like rabbits or deer, and you have to take precautions if that is a problem in your area, such as fences or something like that. But the success rate is usually quite high. We choose species which like the soil and also like the climate, which I think is probably an issue for yourselves. Okay, let me try and wrap that up here. Là, il me parle d'à peu près 10% là, de taux d'échec. Dépendamment des fois des années, il pourrait y avoir des animaux ou des sécheresses, mais lui, s'il était contracteur, c'est à peu près le pourcentage qu'il y aurait. OK. Après ça, il y a une question concernant la distance. On a vu des haies qui étaient relativement proches là, sur les photos dans la présentation. À quelle distance sont placées les haies? Puis là, il y avait un exemple, par exemple, 100 mètres, ou tu sais, comment ils décident finalement d'implanter une haie? Donc, l'espace entre deux haies, de part et d'autre du champ, tu veux dire? Oui, je crois que c'est ça. À quelle distance sont placées les haies, 100 mètres, d'une haie à l'autre, pas les rangées, là? Okay. Question here about the distance between hedgerows. So this way, not between trees, but between hedgerows. Do you have like a rule of thumb for that, or do you just basically surround the field, or how do you decide on how to space the hedges? So I think we're starting at a different starting point that you might be yourselves. You may have very, very open fields, and then you can plan your fields. We already have a hedged landscape, so we are often connecting things, filling in short spaces between a woodland and another woodland, things like that. That's a good example. Connectivity is a very good idea. If you're starting with a blank canvas, then you're in another world. I mean, there is no maximum or minimum, but there is none. La réponse est intéressante. Il dit que
contrairement à nous, eux, ils ont déjà un paysage finalement avec des champs ceinturés de haies, fait qu'ils ne vont pas prendre des grands champs. Il dit, vous avez des grands champs, et vous partez d'une page blanche finalement, fait que vous pouvez décider. Il dit, il n'y a pas vraiment de minimum ou de maximum, mais il dit, nous, c'est plutôt qu'on va reconnecter des milieux avec des haies qui étaient là avant, où on va bien connecter des boisés, tandis que ben là, pour vous autres, il dit, trouvez un peu votre façon. C'est un peu ce que je comprends de son propos. For example, Bruce, it may be connected with the machinery that you have. You know, if you're an arable farmer, you may have an optimum size of field, which may be something like, I don't know, 70 hectares or something. You know, we come from a historic small field system, but I understand you're starting off. Ce qu'il rajoute là, il dit, vous pourriez aussi vous baser sur les largeurs d'équipement. Vous pourriez avoir des équipements qui vont dicter finalement la largeur. Là. Fait que moi, en gros, c'est pas mal ça. But connectivity is very important. Oui, ça c'est un mot important, je vais le répéter, même si ça se ressemble beaucoup en français et en anglais, mais la connectivité entre les boisés, là, les écosystèmes, c'est très important. OK. Puis on prendrait peut-être une dernière question avant la deuxième partie de la conférence. Il a été mention que les producteurs recevaient des compensations monétaires pour garder une bande de 2 mètres non cultivée, non coupée à partir de la haie. Est-ce qu'on peut savoir si c'est à peu près quoi l'aide financière là, pour garder ce 2 mètres-là? Nigel, you mentioned a 2-meter strip that farmers are being paid to keep not cultivated. Could you tell us a bit more about the amounts and maybe perhaps the conditions? Do you mean the amount taken Of up? money being paid by the government to keep those strips, those buffers? Yes, it's in terms of, you know, every 100 meters. It's not a large amount, and please, it's not an exact sort of amount, but it might be something like, you know, £50 per 100 meters, something like that. But I'm not an expert on the payment of margins. But the interesting thing about margins is you're adding to a hedge by itself is not the full menu. If you have a hedge and then you have a margin, you're then offering a habitat for insects, which the birds will feed on. And if you had a ditch for drainage as well, that offers yet another layer of habitat, if you see what I mean. Yes. Ce qu'il nous dit, c'est que le montant n'est pas exact, là, mais c'est peut-être quelques pounds, peut-être une centaine qu'il dit peut-être par what's the amount? Sorry, what's the amount of money? For 100 meters, it would be about £50 per year. OK, cinquantaine de livres là, sterling par 100 mètres de haies qui parle pour ça. And is that an annual amount or is that a one-shot deal? That's an annual amount if you sign up to the government scheme, which is 5 years in, each scheme is 5 years in length. OK. C'est des montants qui sont récurrents annuellement si on signe pour une entente là, de... And the restriction then is, of course, you cannot disturb the margin, and you would only be allowed to cut the margin once a year, you know, at a certain time of the year. OK, ouais, une condition là, que tu peux pas couper, tu peux pas cultiver, tu peux pas couper à n'importe quelle période de l'année. OK. Combien, Hélène? Oui, merci. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de la présentation de M. Adams. Puis, on va pouvoir reprendre les questions après la deuxième partie. Fait que c'est la même chose. On va le diffuser. Si vous trouvez que le son n'est pas assez fort ou que ça se présente mal pour vous, vous pouvez utiliser le lien qu'on vient de diffuser là, dans le clavardage. Mais n'oubliez pas de nous revenir là, dans le Zoom après si vous utilisez YouTube. Ça dure une vingtaine de minutes. Merci. À tantôt. But we do have some very big problems. Since those machines were invented back in the 1940s and 50s, many landowners have just cut their hedges every single year at the same height. And that cutting regime has become too harsh, and many hedges are imperceptibly, slowly disappearing. They can't take that regime of being cut at the same height of about 4 foot every single year. And this is what we see in many arable areas. And in the last countryside survey, which showed that hedgerows throughout the country were 50% of them were in favourable condition, it showed that in arable areas, crop-growing areas, only 12% of hedgerows were in favourable condition. And I believe that's mainly through over-management, over-trimming. I'm just going to show you a few pictures of this rather terrible sight of these over-trimmed hedges. I call them ghost hedges, really. Cut at the same height, very harsh every year, no blossom on those bushes, no berries at all available for wildlife, no nesting habitat either.
Again, very hard cutting, and if you look over in the background, you'll see individual trees there trying to just grow, but the farmer's cutting them off really harshly every single year, and it will slowly disappear. Again, just showing this over-management with a machine. I think often in the name of tidiness, really. There's this idea that a hedge should be 4 foot tall, and determination to cut it at the same height rather than allow it to develop through a life cycle and then rejuvenate the hedge from the base, and I'll talk about that in a minute. This one is in the Lake District in the north of England. This is actually a tree. This is a sycamore tree, and it's been cut at that height for many, many years so that the tree has evolved into this rather strange sideways growing example. This poor hedge has had not only harsh cutting on top, but all the sheep are allowed to eat the bottom of the hedge, so it's providing no habitat or shelter, and indeed is slowly disappearing. So what's actually happening when we do this over-cutting? Well, I think it's rather like putting this like a steel box around a newly planted hedge, so that every time a branch comes out the side, we're cutting it off. That's effectively what we're doing by cutting it every year at that same height. And in time, the stems start to twist and look for a way out. They're looking for light. The green growth is just at the top, and the hedge becomes rather like a sort of shape of a mushroom, really. And that is when the hedge starts to disappear, and it's overstressed. The opposite to over-trimming and very hard management for many years is total neglect. That is when a farmer completely leaves his hedgerow alone, and this is a good example here. This hedge was probably planted in the 1850s, has had no management really since the beginning, and it's now coming to the end of its life and starting to collapse with very few options to make it recover. Again, a hedge that's grown taller and taller and taller. It only has limited habitat for wildlife now. Things like pigeons would live in it, for example, but the smaller birds would not go into that anymore. It's been neglected for so long. And then eventually what happens there, if we leave the hedge alone forever, is it slowly turns into a line of trees, because nature, in effect, wants to become a forest through natural succession. And once it becomes a line of trees, we just tend to leave it as a line of trees because that's what it is. But we want to try and keep the hedges as a shrubby, dense, bushy habitat. Again, the final phase of a hedgerow's neglect is it becomes a line of trees. In this instance, a beautiful line of oak trees, and that's fine, but we don't want every single hedge in our country to be just a line of trees. So this sums up perhaps that management dilemma. So in the top right-hand corner, we have a hedge which is nice and thick, dense, with many stems, and if it's cut at the same height for say 50, 60 years, it will start to completely fade away. And then the bottom left is a healthy hedge. You see a nice flower margin next to it there, but it's a healthy hedge, and if we walked away from that and left it alone, that would become this line of almost trees where you can see it's starting to collapse already. And I call that the sort of management life cycle of a hedgerow. So here's this hedge. It's nice and thick. There are lots of stems. At the base, you will see these slightly horizontal branches. Now that is a sign that once upon a time this hedge was laid, and I'm going to be showing you that in a minute. But if we keep trimming that hedge at the same height, it will go down, it will degrade down the scale to be a really poor hedge. So we can see that at the cutting height there starts to be this contorted reaction to the stress of being smashed every year. I call that a knuckle. It's rather like the knuckle on the fist of your hand. It's showing me that that hedge is under stress, and I should start to relax the cutting and raise it a little bit every time. Now this hedge here has been allowed to grow up. You can see in the bottom third a sort of a line, a shadow line across there. That's where it was being trimmed for many, many years. It's now been allowed to grow up, and now it's time for rejuvenation. And by rejuvenation I mean we need to start the life cycle again from the base. And there are two main ways of doing that.
The first is hedge laying. Now this picture here was taken in France, and it shows perhaps what might have been done back in history. This is a rather almost medieval way of hedge laying with no great finesse, but it just shows you what the farmer is doing there. He has had a tall hedge which the livestock can go through between the stems, so he's now cut and manipulated the branches over to form a solid barrier that animals can't get through to. It's a living fence. But in Britain, we seemed to develop our styles of hedgerow and gained a great deal of expertise and really perfected them, really. And this is a typical British laid hedge, which I think looks rather beautiful. You can see what's happening. I'll show you in more detail in the next slides, but the base of each stem, so on the far left-hand side there, that's how high this hedge was before we started. Cut through the base of each stem as we move along the hedge, laid it over, and then wove it together. Now each one of those is completely alive. And that is one of the main reasons hedges were ever thought about, was to keep animals in or out of a field, and nothing can go through that now. Not only that, that forms a wonderful dense habitat for wildlife, for nesting, places for birds, and new growth will come up from the base of each of the stems. So let's just see what you can do. Here I am laying a hedge. I'm using an axe. We also use chainsaws these days, but traditionally it was used with an axe. We start cutting on the opposite side that we want the stem to lay over, and we diagonally cut down from about 9-10 inches up. We diagonally cut down to the opposite side so that it forms a hinge. Every style of hedge laying is the same cutting. It's cutting down, forming a hinge, and then that allows it to become very pliable, and we lay it over. The section just underneath my axe there would have been what we call a heel, but we cut that heel off so the new growth comes very, very low down from the base. Once each one stem is over, there may be some branches which need slightly adjusting, so I'm partially cutting through that branch and then putting that into position in the hedge. The French word for hedge laying, I believe, is plessage, plesser, which comes from a very, very ancient Indo-European word, plex, and actually that's where the word complex comes from. It means you're making something dense and in effect complex here, so animals can't get through it. So when you use the word complex, you can think about hedge laying, because it comes from plex, which then evolved into plessage. And from that, in English, we even call each stem now a pleacher, which comes from that French word plesser, plessage. Now here I am just sharpening an individual stake, and I put the stakes vertically in the hedge, which holds it very, very strong. And that's the sort of finished effect. There are lots of different styles developed all over the country. I'll very quickly show you some of them. This is called the Midland style from the centre of the UK. Two sides, it's got a clean side and all the branches at the back. The animals would be in the back there in the following year, and this field here, this side, would be into crops this year, so the animals can't get to the new growth. This is a style from the north of England called the Lancashire and Westmoreland style. This is a Devon style. Devon hedges in the southwest of England are grown on big tall banks, and this hedge is laid along the top of the edge of the bank, and all the cutting is exactly the same on each style. This is called South of England. It has brush both sides of the hedge because there will be livestock in both sides. And this is a style I developed myself, which is a little bit cheaper. We call that conservation style. But you can see the dense habitat that's formed there. When we travel around the British countryside, we can see in the bottom of hedges, we can see old remnants of hedge laying. This is a very old hawthorn with a rather complex pattern going on. Here we can see how this pleacher has been laid over, and it now has vertical growth, which we can in turn lay over one by one to thicken up the hedge. So the finished hedge, there it is. Farmers get grants in the UK for laying the hedge to rejuvenate it, and it forms a wonderful wildlife habitat. Sometimes farmers
simply don't want to spend the money to lay a hedge, so we cut the hedge to ground level to rejuvenate it. We call this coppicing, and we can use the wood we're cutting out for firewood, but the new growth will come up from the base of each of the cut bases. Don't have to use a chaw. We've got more modern machinery now. These are called tree shears, which can make the job much quicker, reaching in and grabbing each tree and bringing it back over. Or perhaps a circular saw blade. This is being used to reshape a hedge down to a 4-foot level, and then that hedge will be allowed to regrow again upwards, so it can be rejuvenated in the future. This coppicing, as we call it, cutting to ground level, means that the stump shoots new growth, and we can also thicken up the hedge by planting new plants within the hedge. These are plastic rabbit guards. We have a lot of rabbits, so this protects the new plants inside from rabbit grazing for the first few years. And here's a coppiced hedge with new plants. You can see the coppice stumps are growing up after 2 or 3 years, and the new plants are doing very well as well. I think I mentioned that there is a target to plant 220,000 kilometres of hedge between now and 2050, so there's a lot of hedge planting going on. You can see again the plastic protections against rabbits around each plant, and this farmer's chosen to make a fence either side of the hedge because he's got animals both sides. But this will connect these two areas. This is going to be a great corridor through which wildlife can travel to another hedge or woodland over here. And there are many places to plant hedges still, especially in these arable areas, and this would be a classic one. This is a footpath which the public are allowed to walk down. We have a system of public footpaths in our country which allow people to walk just on the path through the countryside, and the farmer intends here to plant a hedge both sides, and that will make a lovely path for people to walk down and also provide lovely habitat across this very wide field. Again here, this is in effect 2 fields, but the farmer is going to plant a hedge down here to connect this rather isolated group of trees here with a woodland which is back here. But when we plant hedges, we certainly don't want to just start trimming them at the top immediately, because what happens then is there's no shelter, there's no base, there's no safe place for wildlife to travel up and down the hedge. So this farmer really needs to allow the hedge to grow up now, to be laid, or indeed he could be very brave and just cut things down to ground level again, and they will come up with multi-stems and form a thicker hedge. This farmer, right from the early days when he planted the hedge, has just very lightly cut it each year, and that has encouraged the hedge to throw out more branches and become thicker and thicker. And you see he also planted hedgerow trees at the time. So this hedge is about 22 years old, and it's a really dense, thick hedge because he trimmed it lightly but is slowly moving up at every cut, and this will be a really nice hedge in the future. Hedges are often planted alongside ditches. In wet areas, down here is a very deep ditch, and the farmer has also planted a hedge along the top edge of one of the sides here, and that's a wonderful combination because not only have you got the hedgerow with this margin before the crop starts, there is also some water in that ditch which forms yet another habitat for wildlife. And hedges and margins and hedgerow trees, that they encourage an abundance of different wildlife. You know, the building blocks of any ecosystem are the insects, in a sense, and if you can have flowering plants, nectar sources, then you're going to get the insects, you're then going to get the birds, and on it goes. You're building a robust ecosystem. Hedgerow trees are an important part of our landscape. Some of these oaks are hundreds of years old, but they also provide absolutely fantastic wildlife habitats for things like owls and homes for bats, etc.
Bats actually love hedges. They're able to hunt up and down hedgerows after those insects, which we hope will be in the hedgerows. Bees actually navigate by flying along hedgerows. When they find a good nectar source, they return to their bee's nest and navigate their route back along hedgerows. They do not pass over the big open fields. So hedgerow trees are a really important part of the whole hedgerow system. Sometimes when people plant new hedges, they plant new trees, but then forget about them, so that they're completely cut off at the top, which is a real shame. This farmer has just allowed not exactly big, massive trees to grow, but just small. That's a hazel, there's a hawthorn there. He's just allowed various little trees to grow up. Just when he's working the machine along, he just left one young shoot to grow, and now he's continued that. So we have this lovely landscape feature of trees, woodland, hedgerow trees along the hedges, and they provide wonderful song posts for many small birds. So I do a lot of management plans. I write a lot of management plans for farms all over the country, sometimes really big farms. This was about a 6,000 acre farm, nearly all arable crops, and the hedges were really suffering. These in the background there were really in bad condition, completely over trimmed, but just occasionally I would come across a really healthy hedge, which was a complete hot spot for wildlife. This is thick and dense, and there's lots of climbing plants in this hedge. It was full of small birds, and you could actually hear the sound of insects as you walked along it. So this is an absolutely vital corridor in this otherwise very barren arable area. And this again, just a small section of hedge being allowed to flower, lots of insects on it at the time, and that blossom will form lots of berries, and it's a classic example of a wonderful hedgerow habitat. And the most ideal habitat of all, if there is space for it, is to have not only a healthy hedgerow, but a margin next to it that has thick, grass for insects to shelter in, has flowering plants, and then hedgerow trees all the way along the hedgerow. This to me is the perfect habitat that can live side by side with modern agriculture, because it provides so much. It provides place for bees to navigate along. It provides a home for the predator insects which will go out into the crop and kill pests. It can provide a source of firewood, and most of all I think it provides an abundance within an otherwise quite bare landscape, an abundance of all sorts of animals, insects, and a very special ecosystem. So this is my last slide, just to show you a typical landscape, a hedged landscape. And just to say again really that you will have your own ideas of what a hedge can give you or what it might be. You need to find your own species that suit your climate. But I would suggest that you consider them to be woodland edges. They are linear woodland edges, a very dynamic species that can give you both fruit and nectar for all sorts of animals and insects. And I think they give your farm a wealth of interest and of an abundance that wasn't there before. And they are very easy to create. And I look forward to hearing your questions. Thank you very much for listening. On est de retour pour la deuxième séance de questions. On va prendre des questions jusqu'à 15h15. J'en ai relevé quelques-unes là, qui n'avaient pas été répondues. Il y en a une, entre autres, là, qui concerne le drainage souterrain des champs et le nivellement. Fait qu'on se pose la question, est-ce que ce sont des est-ce qu'ils ont des drains finalement dans le sol, eux autres, ou est-ce qu'ils doivent faire des fois du nivellement? Comment ils font pour gérer les haies à travers ça? Là? Hi, Nigel. Your video is great. We have a question about drainage, tile drainage. The question is whether you have tile drainage, subsoil drainage, and leveling of soil, and whether that creates a problem, having drainage. I guess the question here is not mentioned, but I guess the question is also about clogging, perhaps.
Right. Yes, we do have tile drainage. We have lots of subsoil drains as well. And often ditches are put next to the hedge. And so where the water is being taken from through the drainage is often to that ditch, which runs next to the hedge. And yes, the ditch does have to be cleared out, but you are providing yet another level of habitat next to the hedge. So I think that works very well with field drainage, because you put the ditch, the capturing ditch along the side of the hedge. Okay, so if I understand, you could have a tile drain along the hedge, but on the other side you would have the ditch. So by tile drainage, you mean underwater pipes, tiles made of ceramic sort of thing. Yes, but they lead to somewhere, either into a river or where they might go into a ditch. And traditionally in our country, the ditch is always the larger ditch than the pipes is next to the hedge. Does that answer your question, do you think? Yes, for now, I'll have a sub question afterward. Il dit que oui, ils ont des systèmes de drainage souterrain. Je vais y redemander là, par rapport à ce que ça bloque, là, on n'a pas eu la réponse, mais il dit souvent il y a un fossé le long, puis il dit le drain, ben, il va quelque part, là, fait qu'il il va dans le fossé à côté de la haie. Il dit des fois, tu as besoin, oui, de l'entretenir, mais ça n'a pas l'air de causer de problème. Là. Je vais juste lui poser la question par rapport au blocage de drain. Je pense que c'était la question peut-être sous-entendue. Just, Nigel, here, do you see clogging through roots? Like, do the roots of the hedgerow, do they grow into the tile drainage? Because this is something we sometimes see here about, for some species at least. Your tile drainage would be not near the hedge. That's my point. The tile drainage, the water runs through the tile drainage into the ditch, and the ditch is on the hedge is on the other side of the ditch. Does that make, do you understand? Yeah, that makes sense. Il m'a juste dit que j'avais pas bien compris. Il dit dans le fond, non, ça cause pas de problème. Il dit il y a une certaine distance entre la haie et le drain. Fait que le drain, il serait de l'autre côté. Fait qu'il y a pas ça cause pas de problème. So, for example, in the east of England, there's a very, very arable area, very wet. They drain that area into very deep ditches, sort of 4 or 5 meters deep sometimes. But on one side of that is always a hedgerow. Il dit dans une partie du pays, ils ont fait, c'était très humide, fait qu'ils ont fait des fossés très profonds de 4 mètres, là, j'imagine que c'est assez profond. Puis la haie était de l'autre côté. Là, c'est ça, c'est un autre exemple qu'il nous donne. Je peux peut-être me permettre d'ajouter que, quand on plante une haie, ben oui, on peut regarder le plan de drainage, là, puis on essaye de ne pas le mettre proche d'un connecteur. Si c'est un latéral qui se bouche un peu ou partiellement, c'est moins pire que si c'est le collecteur. Fait que je crois qu'au Québec, ça peut influencer la position de la haie, mais pas de là peut-être à nous empêcher carrément d'en planter. Mais oui, c'est un enjeu qu'il faut regarder. Puis pour les sorties de drain aussi, ça peut être bon de ne pas planter au-dessus de la sortie. Ça va juste vous aider à voir aussi où sont vos sorties pour aller faire un tour, là, mettons printemps-automne. Fait que ça peut juste être une bonne chose. Après ça, on avait une question qui n'a pas été répondue non plus concernant une recette gagnante. Y a-tu, après des essais et des erreurs par rapport à la plantation, une recette qui dit « Ah oui, ces espèces-là d'arbustes et ou d'arbres sont pour nous… c'est très populaire, puis ça fonctionne bien. » A question here about, quote, a recipe that you would have developed over the years through trial and errors. Like, do you have a combination of species and a type of a recipe, that you would, for your own place, have developed? Yes, I mean, I can tell you the recipe, what we do here. But then I think you're going to have a different problem in North America, because you're going to have to choose the species according to not only your soil, but your climate. Now, we have to choose our species for the soil here also, but we don't have to worry with the climate, because from north to south, it's much the same, really. It's all the same. So we would choose those species which are not going to grow into big mature trees. They are woodland edge species. We plant 5 per meter, and we'd like to mix the species within that, 5 per meter. But I'll let you translate that, Bruce. Yeah, I might forget some pieces. Yeah. A colleague of mine is much smarter than I am, Brigitte. She doesn't forget as much. Il dit oui, on a une recette. Il dit c'est en fonction de notre sol beaucoup, mais de notre climat.
Il dit le climat nord-sud, il dit c'est pas mal semblable, là. Il dit ça se ressemble. Il dit c'est sûr que c'est des espèces, il répète ce qu'il disait dans la vidéo, là, c'est des espèces de lisières de forêt, là, de woodland edge, c'est des plus petites espèces, on comprend des arbustes, peut-être des petits arbres. Et puis là, il parlait à la fin de 5 par mètre. So you would plant per linear meter 5 plants, so 5 shrub Yes, that's what we do. You don't have to copy this. We want a thick, dense hedge, and it's the historic pattern of planting. You may decide, so we plant 5 plants a meter, and they're about 40 centimeters apart along the row. But you may discover that, that you need something slightly different. And when we're talking about species, you must make sure you're planting species which respond to being cut down to the base so that they rejuvenate. That's very important. So you would have 2 rows, basically. We have 2 staggered rows, yes. Yeah. OK, fait que ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des 2 rangs en quinconce. Les rangs sont séparés de 40 cm. Et puis, ils sont vraiment 5 au mètre, donc ça fait quand même assez proche. Ça fait 20 cm si mon compte est bon. Et puis, il dit que c'est important de choisir des espèces qui vont tolérer d'être recépées, là, coupées, puis qui vont repousser. Exemple, c'est pas une épinette, là, qui va juste mourir. Là. Fait que c'est ça. OK, parfait. Merci. On a une question concernant le contrôle des mauvaises herbes lors de l'implantation. Est-ce qu'ils mettent un paillis plastique ou du copeau de bois? Bien, on en a vu un peu de copeau de bois, mais quelles sont les méthodes, en fait, de contrôle des herbacées là, lors de l'implantation? When you do plant new hedges, how do you control weeds? Do you use plastic mulches? We've seen in the video, we saw wood chips. Was there plastic underneath? And how do you control weeds? There's a range of things that you can do. One of the methods we use is in the summer before, we spray with a herbicide, a 1 meter wide stretch, where we're going to plant that hedge in the following winter. So we're planting into bare ground, and then you get the following spring, you have no weeds there, which helps the plants to get away. If you have and don't like chemicals, then there must be other ways, obviously. One of them is chips, but that's quite impractical when you're planting hundreds and hundreds of meters of them. So there is an occasion where you would go along and hand weed them, cut them down, kind of sort of thing, But it's very important that they are given a chance in the first spring to get away. So easiest on a farm, as you've got herbicides possibly, is to spray 1 meter in the summer before the winter you're going to plant them in, because all planting is done in the autumn and winter. So no plastic mulch then? You plastic mulch or plastic sheet? Well, I guess it depends. Yeah, a sheet of plastic, like a. You can do that. It adds to the cost, and some people these days don't like to have the plastic there forever in the countryside. I see. So there are many different methods of doing it, which will be specific to your place, and you also must consider any animal damage that may or may not occur. OK, mais pour les mauvaises herbes, il dit la façon là, ce qui semble être plus commun, c'est que l'été avant, la saison d'avant, ils vont arroser à l'herbicide, une certaine bande. Ils vont les planter dans ça l'été suivant. Il dit on peut utiliser du chip, mais si c'est plus que tu as du copeau de bois, là, mais plus que tu vas en utiliser, finalement, ça ajoute au coût. Il y en a qui vont aussi arracher le mauvais herbe à la main. Là. Il dit aussi qu'il faut s'ajuster selon les situations, puis il y a certaines sensibilités aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas utiliser l'herbicide. Du plastique, ça ne me semble pas être très commun. Excusez Hélène, mais ça ne me semble pas être très commun là-bas, là, parce que je comprends ta réponse. Oui, c'est ça. Puis il parlait d'une bande d'1 mètre, là, je crois, d'herbicide. Il y a une question concernant les pépiniéristes, parce que ça fait beaucoup de kilomètres à planter. Est-ce qu'ils ont des pépiniéristes qui sont spécialisés dans la culture des arbres et arbustes qui sont dédiés aux haies? Do you have dedicated, specialized nurseries to produce the plants, because you have ambitions there in the country? I can't hear you. Do you have a second mute button, perhaps?
Yeah, go ahead and type. OK. On peut peut-être... Problème technique, là, ils vont nous taper la réponse dans le chat, là, malheureusement. Désolé de l'inconvénient. Mais dans le fond, si on voit que son micro ne fonctionne pas, on pourrait aussi passer au panel puis reprendre des questions, c'est ça? Oui, parce que là, ça va être long. Hein. OK, c'est ça. Il voit un message que son micro ne fonctionne pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui laisser le temps de se placer. Can you hear us, Nigel? How's that? Oh, that's better now. OK, good. On vous entend. Fait qu'on parlait des pépiniéristes. Sorry, yes. So you got the question about nurseries? Yes, we do have nurseries that produce plants, hundreds of thousands. Our ambitious target for the next 30 years is going to prove difficult for that. But it's an opportunity for new businesses to start up and producing only hedgerow plants. Yeah, absolutely. Il dit que oui, ils ont des pépinières là, qui sont dédiées à ça, mais que avec le volume qu'il y a, ça va être en effet un défi, puis ça représente pour lui une opportunité d'affaires. If I may, Bruce, a colleague of mine is in Toronto, and they just started a hedgerow project there. And one of the first things they did was to experiment with different plants, to look at the plants that are available, think about, you don't want one plant which is very dominant, for example, things like that. And so I think your first job is to see what species you could have in your environment. That's wise advice. Il rajoute, il dit, il y a une connaissance là, en Ontario qui ont fait des haies là-bas, puis une des premières choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont fait des tests de plantation, puis il dit ce qui est important pour nous de faire ça, c'est une des premières étapes si on veut faire des haies un peu comme ils font, de faire des mélanges, puis de voir qu'il n'y ait pas une espèce qui devient dominante là, par rapport aux autres pour que ça reste en équilibre. OK. Fait qu'on a une question qui concerne aussi, on a parlé beaucoup d'entretien mécanisé, de la haie elle-même. Est-ce qu'il y a un entretien de la végétation, mettons, durant les 3 premières années, disons, après la plantation? Là? Parce qu'on comprend qu'ils ont mis de l'herbicide, qu'ils plantent, mais là, ça repousse. Est-ce qu'ils ont aussi des compagnies ou c'est les producteurs eux-mêmes là, qui font ce désherbage-là? Puis là, je t'en mets tout de suite une autre brousse, là, mais on veut savoir aussi si l'entretien mécanique est fait par une compagnie ou par le producteur, mais ça, tu regarderas si tu veux le faire en 2 shots. Okay, so we have a long question here. We've talked about mechanical way of maintaining hedges, but over the first, say, 3-4 years, weeds are a problem. And how do you manage that? Do you have machines to do that, and how do you do this? And the sub question she's asked is, do you have contractors that have maybe found a job doing that, control over the first few years, controlling the weeds? I think if you have used a herbicide before the planting, I think that is enough for the plant to get away. I would not, in England, we don't worry that much. For example, if we plant a hedge in a grass field where animals are, and the customer does not want to use spray, we still plant in the grass and they still survive. I like that. Donc, il dit qu'il ne s'inquiète pas trop de ça. Les mauvaises herbes, j'ai l'impression que c'est un rapport avec la densité, mais il dit qu'il y a même des gens qui plantent directement dans de la graminée, finalement, dans des champs de prairies, puis que ça finit par passer. Let me just add here, that was not in the question, but I guess what's behind is here when we do plant trees, they're quite far apart, and weeds, herbaceous weeds are a rather big issue. But, and I guess it because you plant so dense that. But I guess are you spraying before you plant each individual tree? Well, sometimes you spray perhaps, but the ground is mechanically tilled, and there's a plastic. Most of the time, there's a plastic sheet on top with holes just for the trees. And I think you will discover what you need, and there are many levels. One is you don't do anything at all. One is you spray the year before. You can have the plastic sheet if you want. There are very expensive biodegradable sheets. Or you go in by hand and you weed out, but I wouldn't worry so much about the weed at this stage. OK, les mauvaises herbes, ça n'a pas l'air de l'inquiéter trop, mais il dit qu'il y a différentes façons. Là, tu pourrais mettre le plastique, tu pourrais arracher les mauvaises herbes, mais vraiment,
c'est pas un problème qu'eux autres ils ont là-bas. Là. I met a farmer recently. Do you know what I mean by the big round straw bales that their farmers make? Marshmallows. He took one of those to where he was going to plant a hedge. He unrolled it all down the 30-meter section, or what it took, and then another, and then another, and then he planted amongst the straw. It was quite an easy idea to you know. Il nous parle d'un producteur qui avait juste déroulé une balle ronde là, pour autant qu'il en avait besoin pour sa haie, puis ça a fonctionné. Là. OK. Et avant de passer au panel, peut-être, Bruce, lui demander l'entretien mécanisé, est-ce que c'est fait par des compagnies qui font comme toute la municipalité, ou c'est tout collectif, ou c'est vraiment individuel là, par producteur? The cutting that's done every year, or like you mentioned, maybe a little less often, how is it organized? Is it organized collectively, or is it a company, or how does it work? Here, I would say nearly all the time, each farm has its own tractor and hedge cutting machine. And they do it. You're not allowed to cut before September the 1st. And again, after March the 1st, you're not allowed to cut then. So there is a closed season for the spring and the summer when you're not allowed to cut the hedges. I'll let you translate that, and I'll say something else if I may, Bruce. So the dates are for the birds, right? Yes, indeed. Yeah. OK. Ce qu'il nous dit, c'est que ça me surprend. Il dit chaque producteur pratiquement a son équipement. Et puis, ils n'ont pas le droit de couper entre le 1er septembre et le 1er mars. So you're allowed to cut between September 1st and March 1st. That's when you can cut? Yes. OK. Ils ont le droit de couper entre le 1er septembre et le 1er mars pour une question de protection des oiseaux, parce qu'en dehors de cette fenêtre-là, donc après le 1er mars, ce qu'on comprend, c'est que les oiseaux commencent à nicher. Ils ne veulent pas les blesser. Là. But it's worth remembering that you don't have to cut the hedge. You know, if you wanted to have firewood from it, for example, then you just let it grow up for, say, 12, 15 years or so, 20 years, and then you coppice it down and you start the life cycle again. What you don't want is the hedge turning into a line of trees. Là, ce qu'il nous dit, c'est que tu n'es pas obligé de couper non plus chaque année ou moins souvent. Il dit, tu pourrais tout simplement laisser aller. Ta haie, là, il me parle de peut-être une quinzaine d'années, puis après ça, tu viens la recéper, puis tu peux récolter du bois, puis elle vient se densifier. Il dit, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une ligne d'arbres. And why wouldn't you want to have a line of trees? Je lui demande pourquoi il ne veut pas une ligne d'arbres. Because we plant a lot of line of trees here. Yes, because what we want is short, dense, we say scrubby habitat. We want that woodland edge. When you've got a line of trees, you're inviting a completely different set of insects and birds. You're inviting the wood. There's no structure. There's no shelter underneath the trees. Okay. En gros, si je peux résumer sa réponse à pourquoi finalement ils ne veulent pas de lignes d'arbres, j'ai dit, nous, on plante beaucoup ça, comme ce que lui appelle des lignes d'arbres. Il dit c'est complètement différent. Il dit tu veux une bordure, une lisière de forêt, puis c'est une question d'habitat qui est plus dense. Il dit c'est complètement différent au niveau de l'écosystème. And I would imagine there would be a question of shade onto the arable crops if you had lines of trees as well. Il rajoute aussi, ça crée plus d'ombrage sur la culture adjacente d'avoir une ligne d'arbres plus grande. And most trees don't provide flowers or fruit in the autumn. You know, they are trees, they're big trees. You want the woodland edge, that's the essence. C'est ça, il met vraiment l'emphase sur la lisière de bois. Il dit la plupart des grands arbres ne vont pas produire de fleurs au printemps puis de fruits à l'automne qui ont des valeurs au niveau des écosystèmes aussi assez importantes. Là. Ça, c'est vraiment important. Comment on va dans le temps, Hélène? On est rendu au panel. We're going to have to cut that part, Nigel, and move to the panel. Yeah, stay with us, but the rest is going to be in French. No problem. Thank you. Please do stay. Donc, nous voici maintenant rendus au panel. Monsieur Adams va rester avec nous pour le panel et pourra répondre à des questions au besoin. Les panélistes auront chacun 5 minutes pour nous présenter brièvement du contenu en lien avec leur expérience à l'aide d'un court diaporama, puis nous passerons à une période d'échange qui sera animée par Bruce Gélinas. Monsieur David, donc je vais vous présenter les panélistes. Nous avons avec nous Monsieur David Rivet, qui est chercheur en agroforesterie à l'Université du Québec en Outaouais. On a aussi M. Bernard Marin, qui est un producteur de grandes cultures et de légumes de transformation. Il est copropriétaire de l'entreprise Les Cultures Marin Incorporées, située à Pierreville.
Finalement, nous avons Mme Lucie Legoubet, qui est biologiste à la Fédération de l'UPA du Centre du Québec. Auparavant, elle était inspectrice pour la politique agricole commune de l'Union européenne. Je vais démarrer mon partage d'écran. Chaque panéliste a quelques petits diapos. On va avoir à peu près 5 minutes là, par personne pour juste un peu donner le background et des accomplissements des différentes personnes. Fait que je partage mon écran. Dites-moi si ça fonctionne. Ça va, c'est parfait. Et donc, on va commencer par M. Marin qui va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait chez eux. On va avoir quelques petites photos de chez eux, moi, que j'ai trouvées très belles personnellement. Fait que je vais juste avancer la diapo, puis on va y aller comme ça. M. Marin, le micro est allumé, c'est bon? Oui. Bonjour. Ben, bonjour tout le monde. Ben, là, vous voyez la première photo. Arrêtez derrière moi, vous voyez un arbre assez gros. En fait, c'est un snellier. Ça, c'est un arbre que j'apprécie beaucoup. Ben, en tout cas, puis c'est pour ça que quand je taille ma haie, souvent, je l'exemple un peu. J'en autre un petit peu parce que des fois, il veut abuser, là. Mais c'est le seul que je coupe le moins. Puis ça, c'est un arbre qui doit avoir proche 75 ans. Il était là quand j'ai acheté ma ferme, puis je les ai conservés, les snelliers. OK, pour la première photo. Vous voyez ici, là, moi, j'avais arrêté. J'ai super apprécié la présentation du monsieur, là. Puis ça m'a convaincu de ce que je faisais. La problématique que j'ai chez moi, c'est la hauteur. J'avais de l'équipement, mais je n'étais pas capable de les couper sur la verticale, horizontale. Parce que moi, je pense, pour pas que ça nuise à la culture d'un côté du champ, il ne faudra pas que ça dépasse 12 pieds, 14 pieds. Ça, puis j'aimerais faire des expériences, mettons, de 12 pieds à 15 pieds. Puis garder quelques grands arbres, de temps en temps, mettons, aux 200 pieds à peu près. Mais vous voyez là, ça nuit pas. Mettons, la problématique que les producteurs ont, ils ne veulent pas avoir des branches dans les cabines de tracteur, parce que les branches ont tendance à aller vers la clarté. Fait que je les trime, moi, à peu près une fois par année. Mais je n'ai pas l'équipement pour aller plus haut. Fait que qu'est-ce qui arrive, aux 3 ans, on a une rotation, on fait du soya. Ben, les gros arbres, on finit par aller les couper. Ceux qu'on ne veut pas garder. Je vais juste changer de diapo, on va montrer l'équipement que vous avez. OK. En fait, vous voyez l'équipement, la dernière équipement que j'ai acheté. Arrêtez, elle peut couper horizontale puis verticale. Moi, mettons, chez moi, là, je donne un coup à terre pour, comme, mettons, on parlait des mauvaises herbes tantôt, là. Ça, c'est la première chose que je fais. Après ça, des fois, j'ai 2 passages parce que, mettons, la faux, elle a à peu près 5 pieds. Fait que si je veux aller plus haut, il faut que je passe en 2 coups. Mais une fois faite, là, mettons, moi, je le fais, ça fait des années, ça va quand même assez bien. L'avantage de cette machine-là par rapport à la première que j'avais, qui était comme un moulin fauché, là, qui pouvait couper des branches jusqu'à 2 pouces, là, que j'avais acheté dans ma région. L'inconvénient de ça, c'est que les branches tombaient dans le bas du champ. On était obligé de les ramasser, tandis que ça, avec le fléau, tu ne retrouves plus rien. C'est l'équipement que je favorise. Mais là, moi, c'est bien que ma priorité, je suis content de participer à ça, c'est que pour moi, les haies brise-vent, c'est la méthode, mettons, on peut dire environnementale, à mon point de vue, qui est la plus importante. Dans le sens que ça couvre, mettons, premièrement, ça fait une bande riveraine. Deuxièmement, ça fait un habitat favori pour les oiseaux. Je vais juste revenir quand ça fait plus beau pendant que tu nous dis ça. OK. Ça fait un habitat favori pour les oiseaux. Puis moi, j'ai participé, puis on est pour une couple d'années avec Agriculture Canada et Agroalimentaire Canada sur le laboratoire vivant. Puis ils sont venus pour la première fois l'an passé, là, puis ils vont revenir cette année. Bien, ils ont pu identifier avec des enregistreuses, là, pour la première année, jusqu'à 58 espèces d'oiseaux dans ma bande riveraine, de la partie qu'ils ont faite, puis plein de types de pollinisateurs.
ont été identifiés sur l'exploitation. Moi, je pense que c'est la norme environnementale qui devrait être privilégiée pour tous les producteurs parce qu'en plus, ça ralentit les vents, ça aide à réduire la sécheresse, aide à ralentir l'érosion par le vent. Moi, je rêverais un jour, moi, c'est sûr, moi, regarder, mais je rêverais un jour qu'il y en ait sur toutes les propriétés. Je n'endosse pas tout ce que le monsieur a dit tantôt pour des raisons bien simples. Moi, c'est sûr que je fais de la grande culture, je fais du maïs grain, fait que si ça dépasse, l'arbre est trop long, ben ça nuit à la végétation. Puis c'est sûr que moi, j'ai mis ça près de mes fossés. Moi, j'ai des bandes riveraines sur tous mes fossés. Même les cours d'eau verbalisés, ça, je n'avais pas le choix. Mais ça répond à peu près à toutes les attentes. Il y a d'autres choses qui sont bien, mais ça, je pense, ça couvre beaucoup, beaucoup de normes pour l'environnement. Fait que c'était un peu ça, en gros, ma présentation. Vous voyez, sur l'autre côté, il y a quelques grands arbres qui sont appelés à être détruits. C'est l'espèce qu'on veut garder le moins, c'est des trembles. Fait que, de temps en temps, bien, une fois par année, on fait une vanne de bois pour la fédération. Mais aussi, moi, c'est des plantes, tu sais, pour des gens qui passent chez nous, là, pour certains, le gars a été négligent. Puis pour d'autres, c'est des branches. Hein, ils ont poussé ça. Mais il est venu un agronome chez moi, puis la personne, elle me dit, non, c'est des plantes indigènes. Ça veut dire qu'ils sont venus au monde-là, ils sont adaptés au milieu, puis c'est sûr que je fais la sélection d'année en année. Il y a des plantes que je coupe parce que je ne veux pas voir, c'est une espèce que je ne veux pas voir. Par contre, ils sortent toujours de nouvelles tiges. Monsieur Marin, je vais devoir vous interrompre. C'est beau. On commence à se connaître un peu. Je pense que ce ne sera peut-être pas la dernière fois que je vous interromps aujourd'hui. C'est correct. Merci. on va passer aux autres parce qu'après, on aura l'occasion de revenir et d'échanger un petit peu. David, si tu veux allumer ta caméra et nous parler un petit peu de ce que tu veux. Oui, merci beaucoup, Bruce. En fait, je tiens à te remercier pour commencer de m'avoir invité. C'est vraiment très, très gentil de ta part. Je suis très content aujourd'hui d'être ici pour vous parler des haies. Évidemment, je n'ai pas la même expérience pratique que M. Marin ou M. Adams, mais je fais quand même de la recherche en agroforesterie depuis une vingtaine d'années, donc j'ai beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate. Cette expérience-là, ça m'a amené à faire différents essais de différents systèmes agroforestiers avec des haies sur plusieurs fermes. J'ai aussi côtoyé plusieurs producteurs, des conseillers qui ont établi différentes haies sur différentes fermes dans différentes régions. Et tout ça, ça m'amène donc à faire certains constats sur l'aménagement, l'entretien des haies dans le contexte du Québec que j'aimerais vous partager très brièvement. Donc, premièrement, je pense qu'il faut éviter de tomber dans le piège de proposer aux producteurs des recettes ou des modèles uniques. Moi, je pense qu'il existe 1001 formes de haies qui peut être adoptée. Puis je pense que la conception et l'entretien doivent avant tout répondre à des besoins puis des enjeux qui doivent être déterminés a priori par le producteur puis par son conseiller. Je vais juste vous donner quelques exemples. Vous voyez des photos dans le bas, par exemple, pour la protection des sols, des cultures contre les effets négatifs du vent. On va généralement privilégier des haies brise-vent composées d'une seule rangée d'arbres avec des arbres de haute taille, comme on peut le voir sur la photo qui est la plus en haut à gauche. Pour la protection des animaux contre des stress thermiques, on va rechercher des haies qui vont rapidement créer des grandes zones d'ombrage. Par exemple, avec des arbres de grande taille à croissance rapide, avec le peuplier, par exemple, comme on peut le voir sur la photo en bas à gauche. Ceux qui cherchent à tirer rapidement des revenus de l'exploitation des haies, bien, eux, ils peuvent envisager d'autres modèles. Comme on peut le voir sur la photo en bas, au centre de la diapo, on voit des bandes de saules qui peuvent être récoltées à tous les 4-5 ans à des fins de production de biomasse ou même de matières organiques qui peuvent être éventuellement retournées dans le champ, comme on voit, par exemple, en France, on voit ça de plus en plus.
Ceux qui cherchent à améliorer la santé de leur sol, à s'adapter au changement climatique, tout en produisant du bois de grande valeur, parce que oui, je pense qu'on peut produire du bois de grande valeur dans les haies. Ils peuvent envisager d'autres types de systèmes, des systèmes qu'on appelle des systèmes agroforestiers intercalaires, comme on peut le voir sur une des photos là, que je vous montre. Ça, c'est la photo que vous voyez au centre de la diapo. C'est un exemple d'un producteur agricole à Baie-du-Fèvre. Enfin, ceux qui cherchent à protéger des cours d'eau, à favoriser la biodiversité, peuvent envisager une conception de haie qui est beaucoup plus élargie, comme on peut le voir sur la photo à droite, là, qui est une illustration d'une bande riveraine très élargie. On peut changer la diapo, Bruce, s'il vous plaît. Un autre principe général qui me semble important à souligner est que pour optimiser les services écosystémiques qui sont fournis par les haies et pour garantir une certaine résilience face à des stress qui pourraient survenir dans le temps, on peut penser aux insectes, aux maladies, aux changements climatiques. Donc, tout ça, ça pourrait affecter éventuellement la productivité des haies. Moi, je pense qu'il peut être très avantageux de privilégier des aménagements où va coexister une grande diversité d'arbres et d'arbustes indigènes. On en a parlé beaucoup de la diversité dans la présentation de M. Adams. Moi, j'adhère beaucoup à ça. Diversité, mais je pense que c'est important de réfléchir à des diversités de taille, de structure, de vitesse de croissance contrastée des arbres. On peut avoir des espèces à croissance plus rapide, des espèces à croissance plus lente, des arbres, des arbustes, intégrer une diversité fonctionnelle aussi avec des espèces pollinisatrices, des espèces qui vont offrir de la floraison, évidemment. Nigel en a parlé aussi. Donc ça m'apparaît important. Il y a aussi d'autres éléments qui ont été soulevés par M. Adams et qui me semblent pertinents pour la conception des haies au Québec. On peut citer en exemple l'intégration d'une strate herbacée à côté de la haie ou sous la haie. Je pense que ça amène une richesse, une diversité, puis ça peut accroître l'efficacité des haies. Je pense que c'est un élément qui est très important à considérer aussi. Privilégier une distribution des haies en réseau pour étendre à plus grande échelle spatiale les effets microclimatiques positifs qui sont bien documentés des haies. Ça aussi, ça m'apparaît être un concept ou une idée qui est très importante à privilégier aussi. Évidemment, on en a parlé dans la présentation de M. Adams, favoriser la connectivité, il faut en parler, c'est très, très important entre les haies et d'autres éléments du paysage, comme les boisés de ferme ou les bandes riveraines naturelles, par exemple. Ça m'apparaît très, très important. Prochaine diapo, Bruce, c'est la dernière diapo. En ce qui concerne l'entretien, je sais qu'on va peut-être en parler plus tard, mais ça m'apparaît très, très important. Je ne suis pas contre l'idée de l'entretien mécanisé, comme on a pu le voir dans la présentation de M. Adams. Mais je pense qu'il faut aussi parler d'entretien manuel, surtout en ce qui concerne les interventions de taille des arbres, surtout lorsqu'on parle de production de bois de qualité. Je pense que les interventions de taille et d'élagage manuel sont les seules interventions possibles dans le cas de la production de bois de grande valeur. Et mes expériences chez différents producteurs agricoles indiquent que c'est possible de produire du bois de grande valeur dans des haies. Lorsqu'on parle d'entretien des haies, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que nos interventions doivent être réfléchies pour minimiser la concurrence que les haies peuvent avoir sur les cultures. Et je sais que ça agace beaucoup les producteurs agricoles. Vous êtes sans doute beaucoup aujourd'hui à écouter. Et comme on peut le voir là, sur le petit graphique que j'ai mis dans la diapo en bas, il y a souvent une réduction des rendements qui est observée près de la rangée d'arbres parce qu'il y a une concurrence qui s'exerce pour la lumière, pour l'eau. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'une haie peut avoir des effets positifs dans une grande zone de protection de la haie qui est souvent en aval, qui peut s'étendre sur plusieurs fois la hauteur de la haie. Et c'est ça qu'on recherche, c'est ces effets positifs-là qui vont permettre d'augmenter les rendements des cultures puis de changer les conditions microclimatiques. Donc, je pense que l'entretien doit être bien réfléchi, oui, pour minimiser les effets négatifs
sur la culture, mais tout en maintenant aussi les effets de facilitation, les effets positifs que la haie peut avoir à côté dans cette grande zone de protection. Donc, voilà, Bruce, c'est ce que je voulais dire très brièvement et je vais céder la parole sans plus tarder à notre collègue. C'est bon. Merci. Bonjour Lucie, tu es toujours là? Oui, je suis là. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier Bruce et son équipe pour l'invitation sur un sujet qui est aussi intéressant que celui des haies. Donc, on m'a demandé cet après-midi de vous parler en quelques minutes des haies d'une région du nord-ouest de la France que je connais très bien pour y avoir beaucoup travaillé en agro-environnement et où la haie et le bocage donc, sont quand même au cœur de l'identité du paysage. Cette région, c'est la Normandie, qui se caractérise par un réseau de haies donc, qui en fait la région de France avec le linéaire de haies le plus important. On parle de 138 000 km de haies pour un territoire qui couvre à peu près 17 000 km². C'est aussi une région qui est très agricole, notamment pour la production, polyculture, élevage et production de la mer. Puis c'est un paysage, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui est extrêmement marqué par l'alternance des parcelles agricoles, puis des haies qui sont interconnectées, puis qui constituent du coup un maillage bocager très dense. Donc, comme au Royaume-Uni, on a eu une industrialisation de l'agriculture d'après-guerre qui a eu raison d'un bon nombre de haies au profit de l'agrandissement des parcelles cultivables. On parle d'une perte à peu près de 40% du linéaire depuis les années 70. Il reste tout de même quand même beaucoup de haies. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Merci. Et que le type de haies qu'on rencontre sur les parcelles agricoles en Normandie, vous pouvez le voir sur les photos, c'est principalement des haies dites bocagères. Donc, c'est un ensemble d'arbres et d'arbustes et de buissons de pays en mélange qui forment donc une ligne de végétation très dense. Les dimensions, ça peut varier selon la composition et la façon dont on gère la haie. Donc, ça va de 1 à plus de 15 mètres de hauteur. Ça peut aussi aller de 1 à 10 mètres de largeur, dépendamment de si on a un roncier au pied du talus. Donc, très souvent, comme vous pouvez le voir ici, elle est implantée sur des talus plus ou moins hauts. Ici, des petits talus. La photo précédente, c'était plutôt des très hauts talus. Elle peut aussi être associée, comme au Royaume-Uni, avec des fossés, une bande enherbée ou encore à des murets de pierres sèches. Puis, au sens de la politique agricole commune, la haie, c'est ni un alignement d'arbres, ni une bande riveraine. Les haies que vous connaissez au Québec sont plus considérées comme étant des alignements d'arbres que comme des haies, au sens de la politique agricole commune. Les haies en Normandie, elles sont là depuis le Moyen-Âge. Elles ont été implantées dans un but précis pour l'agriculture. Elles ne sont pas issues de la forêt. Donc, plusieurs intérêts d'avoir implanté des haies dans les parcelles agricoles. C'est d'abord pour protéger les troupeaux et les cultures des vents forts. Donc, c'est une région qui est bordée par 600 km de côte, donc des vents et des intempéries qui sont assez intenses, pour la protection de la culture. On a implanté aussi les haies pour les talus. Donc, les talus permettent de limiter l'érosion. Et aussi, comme au Québec, vous avez des lots qui sont délimités par des fossés. Nous, en Normandie, c'est les haies qui font office de limite des parcelles. Donc, la haie, bien souvent, elle n'est pas forcément exploitée pour les fruits et les noix, mais il y a beaucoup de noix type châtaigne, noisette, aussi des mûres, des cerises griottes qui sont produites par les haies. Donc, c'est souvent plus la faune qui en profite. Et sinon, elles sont grandement reconnues pour leur rôle bénéfique dans les écosystèmes puis les agrosystèmes, comme on a pu le voir. Tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Fait que dans cette région nord-ouest de la France, on effectue différents types d'interventions manuelles et ou mécanisées sur les haies, dont certaines que vous avez déjà vues. Donc l'élagage, qui consiste en une coupe d'entretien et de formation des arbres de auger qui se trouvent dans les haies, qu'on réalise soit à la tronçonneuse lorsqu'on veut exploiter le bois d'œuvre, soit à l'aide de machines type lanier à disque, qu'on voit là sur la photo. Puis deux techniques qu'on utilise pour densifier la haie, donc soit le recépage ou le plessage. Le plessage, vous en avez une photo, vous l'avez vu tantôt. Et le recépage, donc, qui permet de densifier la haie via la coupe en hauteur.
donc à l'aide de la machinerie, des différents types de machinerie, dépendamment de la taille des branches qu'on veut couper. Et la taille la plus importante pour l'agriculture, c'est la taille latérale que l'on utilise, donc qui permet d'éviter que ça gêne la machinerie. Donc on contient la haie latéralement et on la coupe seulement sur les premiers mètres. Est-ce que tu peux changer ta diapo? Merci. Et qu'en France, c'est comme au Royaume-Uni, l'entretien est interdit entre le 1er avril et le 31 juillet pour préserver la faune. En dehors de ces périodes-là, c'est plus l'automne, après la dernière récolte, que les producteurs interviennent dans leurs champs. Donc, principalement, c'est eux qui le font eux-mêmes ou éventuellement, ils empruntent du matériel avec les CUMA. Donc, ils utilisent plusieurs outils. La tronçonneuse pour les lagages, le recépage, ça c'est plutôt pour récupérer le bois d'œuvre. Ils utilisent aussi le lamier à disque ou à scie, ça c'est plutôt pour les grosses sections de branches. Le lamier à couteau, donc un petit peu plus petit, des moyennes à petites sections. Et le sécateur pour la taille latérale des petites branches de moins de 10 cm. Le broyeur ou l'épareuses qu'on utilise, nous, principalement, c'est pour les ourlets, donc c'est-à-dire le pied de la haie pour la végétation herbacée et ligneuse. C'est principalement ça. Ça fait le tour. Merci de votre attention. Je vais arrêter le diaporama. David, Bernard, si vous pourriez rallumer vos caméras. Bon, fait que ça nous reste un petit temps pour échanger. On a parlé de choses qui se sont faites en Europe. On a entendu un peu beaucoup sur l'Angleterre, un peu sur la France. Il y a certaines similarités, certaines différences. Vous connaissez le Québec. Lucie, David, Bernard, vous connaissez quand même l'agriculture qui se fait ici. Lucie, ça fait combien de temps que tu es là? 10 ans. 10 ans? 6 ans. Ah, 6 ans, bon. 18, je ne comprends rien. Parfait, mais c'est ça, tu connais le Québec, donc tu connais l'agriculture, tu connais un peu les défis et les choses, mais selon ce qu'on a vu, là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de concret. Comment vous verriez un peu une adaptation de ce qui se fait en Europe, mais avec peut-être des espèces particulières, puis des densités. Vous voyez un peu l'idée. Je pense, Bernard, tu es prêt, hein? Tu es comme un crinqué. Ça brûle. Arrêtez. Vas-y. Je vis sur le terrain. Puis je trouve ça beau de mes confrères, consoeurs, ce qu'ils ont dit. Mais il y a le côté pratique. Moi, je vous dis sincèrement, voulez-vous qu'il s'en fasse beaucoup de haies? Si vous voulez qu'on fasse beaucoup de haies, il faut que ça soit simple pour le producteur. Les producteurs que j'en connais grands, là, il faut à tous les ans les lever de fossé, mettons la bande riveraine. Parce que le gars n'a pas le temps. Il cultive grand, puis c'est une dépense coupée. Fait qu'il faut. Fait que si tu mets un haie brise-vent, là, après ça, il faut qu'il l'entretienne. Pour ça, moi, je dis, on veut être proactif, on veut qu'il s'en fasse beaucoup. Ça prend un entretien fait par un entrepreneur gratuit. Les gens vont les laisser pousser. Il y en a qui, mettons, ils vont faire une plantation, d'autres vont laisser pousser, pour certains, des branches, mais on pourrait dire des plantes indigènes, puis ils vont les entretenir. Ça va aller rapidement. Avec le temps, moi, quand on se compare à l'Europe, quand on parle de 1000 ans, 100 ans, 200 ans, ils ont de l'histoire, ils ont de l'expérience. Les gens vont finir par comprendre que c'est un plus pour eux autres. Éventuellement, peut-être dans 50 ans, les gens vont dire « oh non, on ne pourra plus faire de l'agriculture sans haie brise-vent ». Mais ça correspond à tellement de normes environnementales. Moi, je pense que c'est la priorité que tous les ministères devraient mettre l'emphase. Parce que, puis moi, je sais bien des grands arbres, là. Puis chacun, mettons, chaque production, il y a le problématique, peut-être des gens qui ont des animaux qui font du foin, il n'y a pas trop de problème. Mais moi, en grande culture, je peux vous assurer, oublie ça, les grands arbres. Un de temps en temps, c'est correct. Mais si tu as beau me dire qu'à 300 pieds, il va y avoir plus de rendement, mais à 300 pieds, il va tomber chez mon voisin. Fait que, Bernard, j'aimerais ça que tu t'en gardes un peu. Ah oui, mais j'en ai beaucoup. On pourrait continuer toute la veillée. Est-ce que je peux juste poser peut-être une question à Bernard, mais je trouve ça intéressant ce que vous dites. Vous dites... Hey, je m'excuse, David, mais j'aimerais ça que tu répondes ce que tu veux, là, mais aussi que tu répondes quand il dit « si vous voulez qu'il s'en fasse ». Tu sais, c'est ça ses premiers mots à Bernard. Puis j'aimerais ça un peu ton expérience. Tu en as fait des projets, là. Fait que inclus ça, s'il vous plaît, dans ton intervention.
Ben, moi, je suis d'accord avec l'idée que l'entretien, c'est un des plus gros enjeux de l'adoption, tu sais, l'adoption des haies. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de producteurs qui sont réfractaires à l'idée d'en planter, d'en installer. Après ça, je pense qu'on peut, on peut argumenter sur l'idée de la façon dont on conçoit les haies. Évidemment, on peut argumenter avec Bernard, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que les haies doivent toujours être maintenues basses. Je pense que pour certains agriculteurs, si vous, ça vous convient, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de forme unique d'aménagement de haies. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui ont des terres qui sont beaucoup plus larges puis qui ont peut-être besoin de protéger une plus grande surface. Puis dans des cas comme ceux-là, des arbres de plus grande taille peuvent convenir. Puis il y a beaucoup de littérature qui démontre les bienfaits d'utiliser des haies avec des arbres de plus grande stature. Mais je suis d'accord avec Bernard. Je pense que l'entretien, c'est un enjeu. Il faut l'adresser. Il faut trouver des solutions pour que ça soit simple pour les producteurs agricoles. Et j'aime beaucoup l'idée soulevée par Bernard qui dit qu'il faut que ça soit fait, cet entretien-là, par des gens qui sont spécialisés en la matière. C'est pour ça que j'allais demander à Lucie ou à Bernard, est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce qu'on peut imaginer des modèles, des coops de gens qui sont spécialisés dans l'entretien et qui font la tournée des entreprises agricoles puis qui sont spécialisés dans l'entretien des haies? Comment vous voyez ça, vous, spécifiquement l'entretien? Laissons un peu Lucie s'exprimer. Oui, en fait, c'est une piste. Là, en Europe, ceux qui avaient en Europe, pour le Normandie, je vais parler là, mais ceux qui avaient des difficultés pour l'entretien ou pour avoir un intérêt à planter une haie, il s'est beaucoup développé ce qu'on appelle des filières bois-énergie. Donc, et d'ailleurs, même les CUMA se sont mis à acheter beaucoup de matériel en lien avec ça et qu'ils ont déployé aussi du monde pour venir aider pour faire la coupe, puis le déchiquetage avec des déchiqueteuses pour faire après de la valorisation en copeaux ou en pellettes après. Donc, ça permet de développer une autre production sur l'exploitation qui n'était pas présente avant. Donc, ça peut être une piste là, si on veut se diversifier sur l'exploitation. Ouais. Si je peux y aller. En réalité, moi, là, je voyais, mettons, une entreprise privée qui est payée par le ministère qui fait la job. Puis, mettons, je suis d'accord en principe de dire peut-être une haie, il faut qu'elle soit coupée aux 2-3 ans un peu. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais c'est l'entretien. Il est là la problématique des gens. Tu sais, on dirait que, comme producteur, je gagne ma vie avec ce que je produis. Les haies, je suis d'accord, les grands arbres, peut-être le gars qui garde des moutons, des vaches, il peut garder une bande riveraine, il dit, m'a fait du foin. Là. Le foin a peut-être besoin, c'est peut-être moins grave pour l'ombrage, mais faites pas du maïs grain. Moi, je fais ça depuis 40 ans. J'ai des arbres depuis au moins 30 ans. Puis j'ai constaté les choses. C'est vrai que peut-être plus loin, mais quand je garde ma bande, ma hauteur de haie à 12, 14 pieds, 15 pieds, pas de problème. Hey, j'aimerais peut-être entendre M. Adams là-dessus. Il est quand même avec nous. Puis par rapport au vent, Nigel, we're talking about height, and the debate is around short or tall, basically. And maybe, what do you think about wind? There was a question earlier that we haven't answered in the chat about the windbreak effect that might be quite limited with, say, a 10 feet high hedge. I think I would answer that by saying that if you have a hedge, you have to understand that it has a life cycle. It has a finite life. It's not like a tree that lasts 300 years. It's a hedge. It's a woodland edge. So if you build into that every 30 or so years, you're rejuvenating it, you're going to have hedges at all stages on your farms. You're going to have some high ones, short ones. You're going to be providing lots of different habitats. And Monsieur Maran's hedges look really, really good. I don't know what species they are, but there's a danger that they might come to a height where there's no shelter underneath. It's all the branches are at the top, or they might start to fall down. Then you rejuvenate. It's the difference between trees and a hedge.
And if you rejuvenate on a rotation, you're going to have hedges of all types. And nature likes that, what's the word I'm looking for? Complexity, that is what I did there. That lots of different things going on. And that's the beauty of hedges. Mais j'ai demandé par rapport aux hauteurs, parce qu'il y a le débat des grands arbres, des petits arbres. Et puis, lui, ce qu'il nous répond, c'est qu'il faut penser, un peu comme il disait dans sa présentation, il faut penser aux haies comme ayant un cycle de vie. Puis sur une entreprise, on va avoir des haies de différentes hauteurs. Puis il dit, votre haie, M. Morin, est très belle, mais il dit, moi, j'ai peut-être une crainte qu'à longue du temps, là, elle finisse par peut-être se dégarner, puis à un moment donné, on va arriver à un stade où elle va devoir être peut-être, oui, rajeunie, là, puis recouper peut-être plus à sa base pour repartir un nouveau cycle. Fait que, il n'a pas répondu directement à la question par rapport à l'effet sur les cultures, mais ça nous donne une idée. If I may, Bruce? Yeah, just add the detail. Go ahead. I can completely understand a sort of nervousness about hedges, especially if you have a farm where there's no features at all. You know, it's an open farm. And you don't have to have hedges if you don't want to. If you want biodiversity, if you want an interest on your land, something that breaks it up, it's almost like it's good for the human soul to me. You walk out on your farm and you can see these little corridors that you can walk around and you see wildlife in it. Hedges are the easiest and simplest maximizing habitat that you can create to me. Yeah, I'll translate that, and then I'm sorry, but we're going to go back to the French part of the thing. Of course. Sorry about that. C'est vraiment intéressant ce qu'il nous dit. Il dit on n'a pas besoin d'avoir des haies. Je comprends la réticence des gens d'avoir une haie. Quand tu as un terrain ouvert et d'avoir une haie, tu n'es pas obligé, mais ça ajoute une valeur. Puis il dit c'est même bon pour l'âme humaine, il dit d'avoir une espèce de richesse. Oui, c'est sûr que c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour les cultures qu'on fait. Moi, je suis convaincu de ça. La seule chose, puis je suis d'accord avec ce que monsieur dit, là, mais c'est vrai que ce qu'il dit, mes arbres, après tant d'années, ils en dépérissent, mais ils en repoussent tout le temps. C'est l'avantage d'avoir des plantes indigènes. Ils sont venus au monde-là, puis c'est comme ça. Moi, je sais bien, tu sais, mettons, c'est évident, les gens pourraient l'essayer. Moi, je dis aux producteurs, faites-en sur une petite partie. Vous allez voir. Puis la seule chose que, c'est vrai que c'est joli, ça donne un plus de value, mais ça appartient, je ne suis pas sûr que la plupart des gens, les citadins, tu dirais, plantez ça. On est chez nous. Puis moi, quand on me dit, on m'impose quelque chose, j'ai de la misère. Là, je les ai fait pousser, j'en suis fier. Il reste que j'ai il doit y avoir 17 km de haies brisées. Mais il y a des bouts qui n'en ont pas. Avec le temps, il va en venir. Je rêve, il y en a 2, 3 là, qui sont quasiment complètes. J'ai différents types d'arbres, puis j'en ai qui sont quasiment pas besoin de couper sa hauteur parce que la plante est comme prédéterminée. C'est merveilleux. Ils ont pris seul. Est-ce que je vais encore t'arrêter? C'est vraiment intéressant. J'aimerais ça entendre nos deux plus scientifiques. On n'a pas nommé beaucoup d'espèces. Hein. On a nommé le snélier, l'aubépine tantôt. Il a nommé le tremble, finalement, dont il se débarrasse. Peut-être nommer pour mettre des images, parce que je voyais des questions dans le chat aussi tantôt, puis par rapport à ça, peut-être pour une haie qui a des différentes strates, on parle de chaînes souvent, puis différentes choses, mais c'est quoi vos idées? Peut-être David puis Lucie là-dessus. Le premier qui parle, c'est un python. Bon, je vais me lancer. C'est sûr que moi, je peux vous donner des espèces en Europe, mais comme disait Nigel, ça va vraiment dépendre du type de sol, type de climat. Ici, par expérience au Québec, je pense qu'il y a quand même une bonne diversité d'arbres et d'arbustes qu'on pourrait utiliser. Il y a juste une chose que je veux mentionner, c'est qu'effectivement, nous, dans notre région, si on a autant de biodiversité dans la haie, c'est aussi parce qu'elle est très diversifiée. Et par rapport aux questions dont vous voyez passer dans le chat, par rapport à la résilience face au changement climatique, s'il y a une maladie ou quoi que ce soit, c'est sûr que plus on augmente la biodiversité des arbres, plus on a de chances de ne pas avoir trop de séquelles. Que déjà, la première chose, c'est de diversifier les strates, diversifier, selon moi, les espèces d'arbres, d'arbustes. Après, ça va dépendre, c'est sûr, de votre type de sol. Mais moi, je pense qu'il y aurait quand même un intérêt ici au Québec à avoir des
Nous, on garde des arbustes qui ont des feuilles persistantes l'hiver pour aussi un effet brise-vent en plus. Je pense qu'ici au Québec, vous avez, c'est sûr, des résineux. On ne va pas leur couper la tête, c'est sûr, ça ne va pas le faire. Mais moi, je pense que ça pourrait être intéressant quand même de les intégrer, les résineux, dans une haie. Et après, pour les autres espèces, c'est sûr que nous, au Vépine, ça marche bien. Cornouiller, de l'aulne, toutes ces espèces-là. On peut aussi tailler, nous, en Europe, on taille aussi des espèces d'arbres qu'on met en arbuste, donc du hêtre, du chêne. On peut très bien soit le laisser pousser en très grand arbre, soit venir le tailler régulièrement, puis ça lui fait juste un petit branchage de feuillus qui vient densifier la haie. Ça se fait aussi. Vas-y, David, peut-être réagir à ça ou en rajouter. J'allais ajouter que je suis le co-auteur d'un guide sur l'agroforesterie qui va paraître bientôt. Sans trop voler de punch aux éditions du CRAAC. Puis là, j'ai une liste devant moi Tu vas avoir le droit, t'es l'auteur. Je ne vais pas toutes les lister, mais les arbres, on peut envisager, au Québec, on a plusieurs espèces d'arbres indigènes, autant des conifères que des feuillus. Nous, on a proposé une liste d'à peu près 25 espèces. C'est sûr qu'il y a quelques espèces exotiques dans ça. Il y en a qui sont envahissantes, on a mis des bémols. Il y en a qui sont plus sensibles à des insectes, des maladies, on a mis des bémols. Mais je dirais que la plupart des espèces indigènes d'arbres peuvent être plantées dans des aménagements agroforestiers. Après ça, dans les arbustes, si on vient au concept de Nigel, là, de plus d'arbustes, de bordure, de forêt, on peut penser aux amélanchiers. Il y a la mélanchée à feuilles d'aulne, la mélanchée du Canada, la mélanchée glabre. Lucie a parlé des aulnes. Je pense que ça aussi, c'est intéressant. L'aulne crispée, l'aulne rugueux au Québec. Est-ce que la fixation d'azote de ces plantes-là, c'est-tu significatif ou c'est plus anecdotique? Oui, mais je dirais que l'impact de la fixation va être assez limité à quelques mètres en bordure de la haie. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est un problème sur les sols agricoles hautement fertilisés. L'enjeu de la disponibilité en azote, en tout cas, mais oui, c'est des espèces qui peuvent fixer quand même des bonnes quantités d'azote. On a parlé, les cornouillers, il y a plusieurs espèces de cornouillers aussi, c'est des espèces arbustives. Il y a les lilas aussi, lilas commun, lilas duveteux, il y a le myrique baumier. On peut penser aussi aux noisetiers. C'est sûr qu'on n'a pas parlé beaucoup de récoltes commerciales dans les haies, mais bon, il y a eu des essais, entre autres, dans la région de la Pocatière, avec tous les travaux chez Biopterre, avec André Vizina, puis ses étudiants, là, avec cette idée d'intégrer dans les haies des espèces arbustives à intérêt commercial, dont les noisetiers. Fait que ça, je pense que ça peut faire partie aussi des espèces à tester. Il y en a bien d'autres aussi, là. J'aimerais ça entendre peut-être les deux autres, Bernard et Lucie, quand on parle de produire une valeur économique là, avec la haie. On parle soit des récoltes ou carrément du bois. C'est quoi votre vision là-dessus? Encore là, il y a un piton, puis le premier qui pèse dessus, il va. Oui, j'y vais. Arrêtez. Moi, j'ai extrêmement de misère. C'est comme tu dis, on avait parlé chez nous, dans mon secteur, pour mettre des arbres fruitiers. Il y a une problématique, ça dépend de quoi qu'on vit. Moi, je fais de la grande culture. À un moment donné, tu as un arroseur à faire. Ah, bien là, tu as des arbres fruitiers, tu ne peux pas. Nous autres, chez nous, on avait une grosse problématique de la marijuana d'un champ. Je ne laisserais pas rentrer personne dans mes champs. Vous comprenez? Là, à un moment donné, il y a toujours des abuseurs quelque part. Fait que, dans la vraie vie, c'est autre chose. Moi, je dis, j'y crois énormément au haies brise-vent, mais il y a une façon de faire, puis ça dépend de chaque producteur. Il y a différents types de producteurs. Il y en a que ça convient plus qu'à d'autres. Mais des haies brise-vent, ça convient à tout le monde. Mais, par exemple, comme moi, je dis 12 ou 15 pieds maximum. Pour des raisons que, pour moi, chez nous, c'est important. D'autres, ça ne le sera pas. Je n'ai pas de trouble avec des grands arbres, moi, là. Mais j'en aurais pas chez nous, un de temps en temps pour les oiseaux, puis ça ne me cause pas de préjudice. Moi, je ne veux pas que ça me cause de préjudice. Ce que j'apprécie pas, mais je comprends jusqu'à un certain point. Moi, chez nous, je suis maître chez nous. J'ai des normes à respecter pour l'environnement. Je suis un pro-environnement. Mais, comme on dit tantôt,
Ah, ben là, tu n'as pas le droit de couper ta haie. Non. Non, ça, là, ça m'appartient. Si je décide un jour de la couper, ça m'appartient. Moi, pour moi, là. Pourquoi que les gens n'adhèrent pas? Il y a des raisons. On peut avoir des raisons philosophiques d'un bureau, mais en pratique, c'est le gars qui détient la propriété, c'est une autre chose. Moi, comme dédommage, moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Vous voulez que je laisse 4 mètres sur le bord, pas de trouble. Vous allez dédommager pour au moins 3 mètres, parce que 1 mètre, c'est le minimum. Mais c'est ça, on dirait que les gens, pour moi, là, on dirait que c'est pas qu'on sent pas que les gens sont compréhensifs face à ça. On est un bien collectif qui appartient à tout le monde, mais tout le monde devrait contribuer à le maintenir. Moi, Bernard, je pense que je vais encore t'interrompre. Je vais demander à Lucie de réagir sur l'aspect économique, puis peut-être les autres choses que tu as dit. Il nous reste quelques minutes, secondes. Est-ce que d'où tu viens là, puis tu as vu peut-être des success stories là, avec une utilisation économique finalement des haies? Est-ce qu'il y a comme un conflit entre l'utilisation écologique où tu as une diversité, puis de l'économie qui demande plus une monoculture finalement? Est-ce que tu as vu quelque chose comme ça? C'est sûr que il y a des convaincus, puis d'autres moins, mais c'est sûr que quand on peut valoriser ça et c'est sûr que ça peut être un moteur. Par contre, il y a quand même un bon point par rapport aux haies, c'est que historiquement, là, les haies, si les producteurs les ont installées dans la région d'où je viens, là, dans les parcelles agricoles, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Les raisons, on les a évoquées, là, les vents, mais aussi le ruissellement, l'érosion, l'implanter des talus, tout ça, c'est quelque chose qui est un enjeu majeur ici au Québec. Fait que je pense que si on parle même pas de diversité, ça pourrait être des bons moteurs là, pour passer à l'action. Après, effectivement, le temps que ça prend, etc., nous, dans nos régions, c'est sûr que c'est un peu comme ici, bûcher du bois. Le monde va bûcher du bois, c'est comme traditionnel, là, c'est rendu dans les mœurs, on va dire. C'est sûr que ici, c'est nouveau là, pour ce qui est de la haie, mais la valorisation pour le bois, ça peut être intéressant. Après, à voir. Moi, je vois plutôt ça que la production, comme disait Monsieur Marin, de fruits. Là. Parce que si on veut se diversifier, oui, mais dans les grandes cultures, ça se peut que ce ne soit pas forcément un moteur et plus un frein. Là, Hélène est venue casser le party. Oui, bien oui, merci beaucoup. En respect de l'horaire, ça se termine à 16 heures. Donc, je ferai le mot de la fin. Écoutez le mot de la fin, c'est important. Déconnectez-vous pas tout de suite. Donc, je vous rappelle que l'événement sera disponible sous peu sur YouTube pour visionnement. Je veux que vous sachiez aussi qu'en Mauricie, dans le cadre d'un projet du plan d'action régional dans le PAD, on est à la recherche de sites pour expérimenter puis même peut-être démontrer là, de la taille mécanique avec différents outils. On cherche des sites qui ont besoin d'entretien. Ça peut être des bords de bois, des bords de forêt, des haies arborescentes, arbustives. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer. Si vous venez d'une autre région, vous pouvez aussi nous contacter. On va faire les références qu'il faut. On veut, dans le fond, il y a eu plusieurs fois des démonstrations de taille manuelle, mais on voudrait commencer à montrer de la taille mécanique. Donc, ça va se passer cet été, restez à l'affût. Puis là aussi, vous allez recevoir par courriel un sondage d'appréciation. On vous demanderait de le remplir, mais vous allez aussi pouvoir vous exprimer puis nous faire part de vos suggestions concernant la question « Quel modèle de haie devrions-nous développer pour le Québec? » Fait que gênez-vous pas, il y aura une place dans le sondage pour vous exprimer. On va aussi tenter, là, à partir du clavardage, de répondre à des questions par courriel qui n'ont pas été répondues. Voilà, ça fait le tour pour moi pour le mot de la fin. Merci beaucoup aux panélistes. Merci à M. Adams là, qui s'est joint à nous, là, malgré que ça soit le soir là, chez lui. Puis merci beaucoup de votre forte participation à cet événement. Merci tout le monde. Merci les panélistes. Merci. Thank you very much. Thanks. Good night. Thank you. Bye-bye. Plant those hedges.